Bienvenue à tous sur le plateau de Face à Face sur Provence Azur, votre émission d'entretien et d'opinion. Très heureux de vous retrouver. Nous allons parler d'une association et surtout de ses acteurs qui sont très importants dans notre département des Bouches-du-Rhône, puisque au bas mot, 60 000 personnes bénéficient du soutien du Secours populaire français, l'une des associations les plus emblématiques de notre pays, qu'on aimerait voir disparaître, parce que ça voudrait dire que la misère est complètement éradiquée, mais ça semble plutôt un vœu pieux. Et c'est la secrétaire générale dans le département qui va nous accompagner durant toute cette émission, c'est Sonia Serra. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, on le disait, 60 000 personnes qui bénéficient de l'aide du Secours populaire. Dans cette émission, on reviendra sur toutes les campagnes que vous menez, sur les vacances. On est en plein dedans. Comment vous vous battez pour que certains enfants puissent aussi partir en vacances. On parlera du dispositif évidemment Enfants solidaires. On parlera aussi de l'accueil des migrants, des étrangers. Voilà, une ville aussi à Marseille multiculturelle qui est confrontée à la notion de migration et d'étrangers. Vous nous direz aussi comment le Secours populaire se positionne par rapport à ça. D'abord, 60 000 personnes, c'est un gros chiffre, hein, c'est un chiffre important. C'est sûr que c'est un chiffre important, mais derrière le chiffre, il y a aussi tous les visages de la détresse. Et c'est surtout ce qui nous fait, à la fois qui nous fait mal, mais à la fois qui nous fait agir. Alors, on va revenir sur ces actions, mais d'abord sur le diagnostic. Quand vous dites tous les visages, ça veut dire que c'est toutes les situations, toutes les origines, tous les types de misère aussi? C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. Il faut toujours à la fois se mettre à la place de l'autre et à la fois se dire que ce qui arrive, ce n'est pas normal. Voilà. Et ce qui fait très mal, c'est que souvent, ça se combine. Il y a plusieurs détresses qui se combinent, puisque bien souvent, je veux dire, la misère sociale appelle aussi une misère morale, et puis aussi tout ce qui est lié à la santé, et aussi donc au fait de se sentir bien dans sa peau quand on ne peut pas se projeter. C'est vrai que c'est très difficile. Alors, les types de détresse auxquels vous faites face, ce sont donc vous l'avez dit, la détresse sociale, donc une perte d'emploi, une situation matérielle qui se dégrade, une perte de logement aussi, avec des gens qui se retrouvent dans la rue, des gens qui ont du mal à se nourrir. Ça, c'est votre réalité et celle de vos bénévoles. On dira un mot des bénévoles aussi dans cet entretien, évidemment. Il y a le problème des enfants aussi, qui ont du mal à être scolarisés. Il y a le problème de la langue aussi, avec les étrangers parfois que vous croisez. C'est ça, c'est différents types de problématiques que vous rencontrez sur le terrain? Alors, bien sûr que tout ce que vous avez dit, on le rencontre. Après, c'est vrai qu'on a envie aussi de poser d'autres mots. Par exemple, nous, le mot étranger, il nous devient étranger. Et puis, on se dit qu'on est tous des voyageurs et qu'on a tous le droit de vivre sur la terre là où l'on veut. Et c'est vrai que par rapport à certaines situations, on se retrouve des fois dans un monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on on se dit, mais pourquoi la valeur de la vie n'est pas la même suivant où on est, quoi. Et le problème, c'est que d'un coup, il me vient une phrase de Albert Einstein qui disait « Il n'y aura pas de progrès dans le monde tant qu'il y aura des enfants malheureux ». Et en fait, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a des progrès de la science, de la technique, et en même temps, elle n'est pas mise au profit de tous. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une grande question, parce que les personnes, quand on parle avec elles, elles ne demandent pas beaucoup en plus, c'est ça. Je veux dire, les gens, ben voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Que leurs enfants, ils soient à l'abri, ils réussissent à l'école, ils puissent avoir un métier, qu'eux aussi puissent être là, en forme, pour pouvoir les soutenir. Je veux dire, des fois, je me dis, mais c'est pas possible qu'on ne soit pas capable quand même de faire ça tous ensemble. Vous avez été choqué, par exemple, dans le cas de l'Aquarius, que la France ne se propose pas pour accueillir ce bateau, qui est basé à Marseille, en plus, originellement, hein. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on ne lie pas ce problème donc de ce bateau qui sauve des vies avec le problème de la guerre. Je veux dire, c'est pas possible de voir
quelque chose de... C'est du court terme. C'est toujours du court terme, c'est toujours de l'urgence. Alors que l'être humain, il est fait pour penser, il est fait pour être visionnaire et il est fait pour voir les choses à long terme. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'il faut réagir à l'urgence, mais tant qu'on n'arrêtera pas les guerres, je veux dire, et en plus la misère, je veux dire, qui s'approfondit sur tous les continents, c'est certain qu'on sera toujours lié face à ce problème. Et en même temps, quand vous rencontrez les personnes, je veux dire, qui sont arrivées d'une manière ou d'une autre, peu importe, ils sont là, ils sont vivants, et ils ont envie de contribuer justement à la vie de tous les jours avec les autres. Donc c'est pas si compliqué que ça, je veux dire, d'accueillir. Et au contraire, c'est de voir le voyageur justement comme une richesse supplémentaire. Bien, ça déplace les montagnes aussi en termes de solutions. Est-ce que sur le terrain, depuis le début de la crise migratoire, comme on l'appelle, les conditions de travail, d'intervention et d'aide des bénévoles du Secours populaire sont plus compliquées? Est-ce que vous sentez cette tension parce qu'il y a deux camps qui s'affrontent parfois violemment dans les propos? Alors moi, je ne suis pas là pour prendre parti, mais néanmoins, est-ce que vous sentez ça sur le terrain? Justement, ce qui est très important, c'est de rechercher l'alliance permanente, parce que ce qui arrive à la personne qui est en face de nous, ça pourrait nous arriver à nous. Et à partir de là, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et c'est vrai qu'au Secours populaire, celui qui aide et celui qui reçoit, on recherche l'égalité de rapport. Et donc, de ce fait, pour arriver à une égalité de rapport, celui qui reçoit, il lui est proposé aussi d'aider. Et là, ça change tout. D'ailleurs, il faut savoir que, par exemple, à la centrale de collectage du secours, là où on charge, on décharge, il y a, je veux dire, énormément de personnes réfugiées avec nous, parce qu'effectivement, ils trouvent à la fois une place, un abri dans la journée, et puis un sens supplémentaire à leur vie. Et en plus, je dirais même, ils ne demandent que ça, pour que chaque jour ait un sens. Et je pense qu'à partir de là, tout se dessine différemment. Alors, on va aussi beaucoup parler des missions prioritaires du Secours populaire. D'abord, une question toute bête, toute simple, mais quelles sont les missions du Secours populaire? Quelle est la vocation de cette grande association française? Alors, le Secours populaire, on se définit, alors c'est notre jargon, généraliste de la solidarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaie justement de ne pas mettre un champ précis et on essaie, en fonction de l'écoute des besoins et en même temps des sensibilités des bénévoles, de mettre en place la pratique de la solidarité. Voilà. Alors après, ça se définit avec des missions spécifiques quand même. Alors bien entendu, le Secours populaire, on le connaît surtout par rapport à l'aide alimentaire, puisqu'elle se fait tous les jours, l'aide vestimentaire, mais également les vacances. C'est vrai que le Secours populaire, depuis sa création, donc après-guerre, a toujours fait en sorte que les enfants puissent partir en vacances. Parce que c'est vrai qu'on se rend bien compte que les vacances, c'est aussi important que la soupe. Et que les enfants, quand ils découvrent autre chose, ils reviennent différents et c'est vrai que ça fait grandir. Alors tiens, une question avant de prolonger la discussion sur l'émission, une petite parenthèse sur les vacances, on y reviendra peut-être d'ailleurs dans cet entretien, mais c'est vrai que nous, ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on voit beaucoup les enfants du reste de la France venir en vacances chez nous, évidemment, on ne va pas non plus bouder le plaisir d'avoir le soleil et la mer, mais qu'en est-il des enfants de cette région qui, eux, non plus, n'ont pas la possibilité d'aller découvrir Paris, de partir en Bretagne ou sur la côte basque ou dans le Massif central, que sais-je encore. Il y a aussi cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que nous, on est bien au soleil, mais voilà, nos enfants ici aussi ont besoin de partir en vacances et de découvrir d'autres régions françaises. Bien sûr, en plus c'est très très important le fait de préparer son sac et puis d'aller vers l'inconnu.
En fait, même la première fois, c'est toujours aussi un petit stress, y compris pour les familles, hein, puisqu'il y a aussi le départ en famille. Et donc, c'est le fait de vraiment de voir autre chose, de changer de cadre. Et au Secours populaire, ce qui est quand même chouette, c'est qu'on a les familles de vacances. Et donc, les familles de vacances, ce sont des familles qui se proposent bénévolement d'accueillir un enfant et ils partent en vacances avec. Voilà. Et les familles de vacances qui ne partent pas parce qu'ils ont un cadre de vacances, eh bien là, accueillent des enfants de la région parisienne, d'autres... On sait à peu près chaque année, alors on peut même parler du chiffre français, hein, c'est pas la peine de faire du régionalisme primaire, mais combien d'enfants bénéficient de ce dispositif? Alors, au niveau national, je ne me rappelle plus du tout du chiffre. Ça arrive, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. Surtout que, ah oui, bien entendu que c'est des dizaines de milliers, surtout qu'à la fin de l'été, il y a aussi la grande journée des oubliés des vacances, où on fait en sorte de regarder dans les quartiers les enfants qui ne sont pas du tout partis. Et après le 15 août, ceux qui ne sont pas partis, en principe, ne partiront pas. Et c'est pour ça que fin août, on organise une grande journée inoubliable pour que les enfants puissent raconter quelque chose de très intéressant de leurs vacances à la rentrée de classe. Alors c'est ça, parce que sur cette question des vacances, évidemment, il y a le dépaysement, la découverte du territoire, l'expérience humaine, etc. Mais il y a aussi la pression sociale. Quand on rentre à l'école à la rentrée, qu'on a des petits camarades à l'école publique où, fort heureusement, encore aujourd'hui, se mêlent toutes les origines sociales, même si ça devient de plus en plus compliqué. Mais voilà, de pouvoir raconter quelque chose, un souvenir, ne pas avoir honte par rapport aux camarades. Et j'imagine que ça, la honte, vous la vivez pour eux aussi. Vous y êtes confrontés à ces gens qui ont honte de ne plus avoir de travail, qui ont honte de ne pas pouvoir payer de vacances à leurs enfants. C'est difficile pour eux, cette situation. D'ailleurs, des fois, je me dis, mais pourquoi on a honte d'être pauvre, finalement ? Ah, mais ça, ça, alors là, pour le coup, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la question, je veux dire, voilà, qu'on se pose et avec les personnes aidées, parce que finalement, celui qui serait riche et qui ne partage pas, c'est peut-être à lui d'avoir honte, je ne sais pas. C'est une grande question aussi, parce que c'est vrai que comment on a pu construire vraiment le Secours populaire à Marseille, notamment dans cette grande ville, c'est grâce aux personnes aidées. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en parlant avec elles, je veux dire, les personnes ont une générosité infinie. C'est-à-dire que pour elles, la générosité, c'est aussi une question de survie. C'est-à-dire que si on ne s'entraide pas, je veux dire, ça peut être très très compliqué. Et donc, à partir de cette générosité, construire la solidarité, c'est quelque chose de très 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 intéressant et de très 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 passionnant, parce qu'on fait des grandes choses avec pas grand-chose. Alors, comment est organisé justement le Secours populaire dans les Bouches-du-Rhône? Beaucoup d'antennes, des bénévoles. Ça sera l'occasion après, sur la question suivante, de s'intéresser aux modalités pour les gens qui n'ont pas encore franchi le pas, qui sont peut-être eux aussi face à la détresse ou à l'urgence, de s'adresser à vous. Comment le territoire est maillé en réalité? Voilà. Donc, il faut savoir que sur tout le département, dans les villes importantes, il y a ce qu'on appelle un comité du Secours populaire, avec souvent un local qui est mis à disposition par les communes la plupart du temps. Et donc là, il y a une vie de proximité. Et c'est vrai que sur Marseille, devant cette montée malheureuse de la misère, on a dit, mais ce n'est pas possible de rester sur la même organisation. Il faut absolument que les personnes puissent trouver le Secours populaire à côté de chez eux. Parce que c'est sûr que quand notre but est de soulager les détresses, eh bien on se dit que si on est là, ça peut être un petit peu moins dur que si on n'est pas là du tout, quoi. Et de ce fait, on s'est appuyé avec les personnes aidées, avec les associations de quartier, où ils sont au cœur aussi de ces difficultés. Et on est arrivé à 95 antennes sur Marseille, en sachant que c'est pas assez. Alors, c'est pas assez non seulement parce que les besoins sont là, mais aussi parce que la solidarité, c'est une question de responsabilité. Et c'est quand même important que chaque être humain se sente responsable des autres et de lui-même.
Et par le fait d'avoir un morceau du Secours populaire entre les mains, eh bien, je pense que ça nous fait tous grandir. Voilà. Parce que moi, c'est vrai que si j'arrive à parler avec cette force ce soir, au bout de 32 ans de Secours populaire, c'est parce que justement, je vois tout ça et je construis la solidarité avec toutes ces personnes de bonne volonté et de générosité infinie. 32 ans d'action, vous l'avez dit. Alors, comment vous voyez évoluer la situation? Vous êtes inquiète pour la suite? En fait, moi, j'ai toujours été inquiète parce qu'il n'y en aurait qu'une de personne, que ça serait de trop. Voilà. Alors, en même temps, le Secours populaire, c'est une association de solidarité. Donc, on agit sur les conséquences des drames. Mais c'est vrai aussi qu'on est une association d'éducation populaire. Et que donc, on fait en sorte qu'avec les personnes, on analyse quand même ce qui nous arrive. Je veux dire, on cherche aussi à se dire que chacun a un rôle à jouer dans la société. Qu'on doit acquérir chacun une autonomie d'action et de pensée, et que c'est plus important de maîtriser une situation plutôt que de la subir. Et ça, cette approche-là, nous l'avons tous les jours en permanence, justement pour faire en sorte de se transformer constamment, de réinventer constamment, et même si c'est dur, eh bien, la pratique de la solidarité vécue comme un devoir, eh bien, ça nous renforce tous. Alors, évidemment, on connaît les missions d'aide alimentaire, d'aide vestimentaire. J'allais dire, ça c'est le b.a.-ba de la survie. Mais évidemment, le Secours populaire va plus loin avec ses ateliers d'alphabétisation, par exemple, pour les enfants, pour les adultes, le soutien scolaire, parce que là aussi, il y a parfois de grosses inégalités. Quand on rentre à la maison, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents capables de nous encadrer. Donc, c'est ça aussi, la mission de socialisation du Secours populaire. Alors, c'est vrai que ensuite, le Secours populaire, il s'adapte aussi à l'environnement. Mais c'est ça. Par exemple, l'accompagnement scolaire, je veux dire, il y a quand même d'autres associations qui s'en occupent, etc. Donc, je veux dire, on prend en compte aussi et on essaie de travailler en réseau, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment, je veux dire, qui ont cette approche spécifique et donc qui deviennent un peu des experts à la matière. Et c'est bien aussi de s'orienter mutuellement les personnes en fonction de nos champs. Mais c'est vrai que, par exemple, l'alphabétisation, ça devient quelque chose de vital. Parce que en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin effectivement de connaître la langue de là où ils vivent et qu'on se rend compte que c'est vraiment un facteur d'intégration, d'insertion, en tout cas de lien social et de communication. C'est un terme important, c'est deux termes importants, l'insertion, l'intégration, parce que ça revient beaucoup, surtout dans le discours politique. On n'est pas là d'ailleurs pour tenir un discours politique, on l'a bien compris, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ces deux termes constituent une forme de pression finalement sur les gens à qui vous venez en aide, sur les bénévoles aussi. Est-ce que c'est quelque chose d'assez lourd à vivre ? Selon ce que vous dites, il y a cette volonté voilà, de s'intégrer, de s'insérer. Ben, en fait, c'est vrai que un être humain, il a besoin de faire partie d'un groupe. Je veux dire, il ne peut pas vivre tout seul comme ça avec lui-même éternellement. Donc, je veux dire, ce qui nous fait être des êtres humains, c'est ça, c'est d'avancer ensemble et bien souvent vers du meilleur plutôt que vers du pire. Donc, c'est vrai que tout ce qui peut être fait vraiment en lien favorise justement le fait d'appartenir tous ensemble à une même, je veux dire, société. Et voilà, c'est... Alors, je voudrais qu'on évoque pour les 5 dernières minutes de cet entretien le dispositif Enfants Solidaires. C'est comme ça que ça s'appelle. Du monde. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce qu'on va montrer 2 dessins là, dans quelques secondes. Je vais me charger de les montrer. Il faut que j'en récupère un par terre, parce que je l'ai fait tomber. Je vous dis la vérité. Mais voilà, expliquez-nous d'abord peut-être le principe.
Alors, le Secours populaire a toujours eu l'enfance au cœur. Donc, de ce fait, on s'est rendu compte qu'on était vraiment tout le temps en lien avec les enfants de par nos actions de solidarité, puisque on n'a pas fini l'année sur nos campagnes, mais on a aussi la campagne d'hiver des Pères Noël verts, les Pères Noël de l'espoir, qui collectent pour aider le Père Noël rouge. Donc, on s'est dit, mais c'est pas possible de rencontrer autant d'enfants et de ne pas leur offrir un espace où ils vont pouvoir devenir acteurs et auteurs de solidarité. Et c'est vrai que de faire en sorte que l'enfant, construise avec nous des actions de solidarité, non seulement il se construit lui-même par la solidarité, que je crois que ce n'est vraiment pas rien en ce moment, et en plus ça mobilise l'association vers le futur. Et ça, c'est très important. Alors, aussi. Ce sont des enfants qui bénéficient de la solidarité? Pas forcément. Voilà, c'est ça. Donc, ces enfants-là, eux, sont invités aussi ensuite à être solidaires, mais il y a aussi les enfants des écoles, des quartiers, les Marseillais, voilà. les Bucco-Rodaniens dans le sens général, qui sont invités aussi à participer à ces initiatives. Alors, ça peut être quoi ce type d'initiative? C'est aider sur des chantiers solidaires, accueillir d'autres enfants? En fait, les enfants copains du monde, le but, c'est qu'ils arrivent, eux, à initier des actions de solidarité. Donc, en fait, c'est eux qui choisissent. Ils choisissent de venir au Secours populaire, donc réaliser des actions de solidarité. Et alors, bon, c'est vrai qu'au départ, ils s'imprègnent de l'association, mais après on met en place quand même une vie démocratique chez les enfants pour qu'ils arrivent eux aussi à initier des actions de solidarité, et donc c'est très variable. Donc au moment de Noël, il y a la parade des Pères Noël verts où ils s'adressent à la population pour collecter de l'argent, pour acheter des jouets à ceux qui n'en ont pas. Au moment des vacances, ils vont par exemple, l'enfant de la famille de vacances qui accueille, c'est un copain du monde, et celui qui est invité, c'est aussi un copain du monde. Et il pourrait justement, à la jonction, se dire qu'il pourrait réaliser, une action. Et là, par exemple... Voilà, les enfants, c'est toujours ça qui est super avec eux, c'est que l'expression se fait beaucoup par le dessin aussi. Et voilà, on en a deux à vous montrer. Alors, celui-ci, sur le message, il est basique, mais parfois, les messages les plus simples sont les plus efficaces. Eh oui. Voilà. En fait, je tenais à les montrer parce que les enfants, vraiment, quand on discute avec eux, ils aspirent à vivre dans un monde en paix. Et je me rends compte que les plus grands, comme on dit, ils ne sont pas en capacité de répondre à ce désir qui est quand même, un désir des plus normales, quoi. Alors, voilà, c'était la petite difficulté du jour, parce que voilà, vous le voyez ici. Donc, c'est des enfants qui se donnent la main et qui sont ensemble. Voilà. Donc, et en plus, on organise donc un village copain du monde au mois d'août, où il y aura aussi des enfants népalais, des enfants grecs, des enfants palestiniens et des enfants donc des Bouches-du-Rhône. Et ils vont se rencontrer, ils vont se connaître et ils vont s'aimer et ne pas se haïr. Un dernier mot sur le dispositif Père Noël vert, qu'on connaît finalement maintenant. Alors à Noël, on a le vrai, l'unique, mais donc du coup, durant l'été, en fait, on prépare déjà le Noël suivant avec une collecte de solidarité où on est invité à venir donner. Alors, on peut donner des jouets, on peut donner de l'argent, évidemment, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, pour les enfants qui n'auraient pas la chance d'avoir des cadeaux de Noël. Voilà, c'est tout simple. Le Père Noël vert, il est là pour ça. Pour aider, il suffit de se connecter sur le site du Secours oui, populaire. Bien sûr. Il y a des collectes aussi qui sont organisées à des endroits physiques durant l'été? Alors, durant l'été, à la fin de l'été, c'est vrai que ça va être pour la rentrée scolaire. Bon, là, on appelle toujours aux dons par rapport au village copain du monde. Parce que c'est vrai que c'est quand même, une action très importante, puisqu'on accueille les enfants aussi du bout du monde. Donc là, on est vraiment, là, je lance un appel financier pour le village. Mais après, sans transition, il y aura la rentrée des classes. Donc fin août, les personnes verront des bénévoles du Secours populaire. Pour les fournitures scolaires. Voilà, et c'est toujours sans transition. Donc après, on enchaîne avec Noël. Voilà, oui.
Et on vous croisera aussi beaucoup dans les centres commerciaux, centre-ville de Marseille. On reconnaît de toute façon maintenant très bien les bénévoles du Secours populaire. Merci beaucoup Sonia Serra d'avoir accepté cet entretien sur Provence Azur. Sur le site du Secours populaire français, on trouve également toutes les modalités nécessaires pour faire des dons, pour aider, pour devenir bénévole, devenir famille d'accueil, devenir famille d'accueil pour les vacances. Enfin voilà, il vous suffit de vous connecter donc sur le site. Vous pouvez revoir cet entretien sur le nôtre de site internet, le www.provenceazur-tv.fr. Les réseaux sociaux toujours à votre disposition, Twitter, Facebook et notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face sur Provence Azur.